Bon, ça me plaisait bien, mais il fallait que je sorte et que je gagne un peu de pain. Il fallait que je sorte et que je gagne ma vie. Oh, quel est mon souvenir le plus marquant de mon enfance? Des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture. Si vous voulez savoir, Steve McQueen piquait des colères à cause des affiches de films. Il comptait chaque réplique. Il demandait même à des avocats de mesurer son temps d'écran. Pourquoi? Parce qu'il détestait partager la vedette avec une légende hollywoodienne en particulier. Leur querelle était devenue si intense que l'équipe devait les séparer entre les prises. Si les fans les prenaient pour des amis, la vérité était bien plus sombre. Après 40 ans, on sait enfin qui McQueen ne supportait pas, et c'est la dernière personne à laquelle on s'attendait. Steve McQueen est né le 24 mars 1930 à Beech Grove, dans l'Indiana. Mais dès le début, sa vie fut empreinte de souffrance. Son père, pilote de voltage, qui quitta la vie quelques mois seulement après avoir rencontré sa mère. Et sa mère? Elle était jeune, perturbée et buvait trop. À l'âge de 3 ans, Steve avait déjà été abandonné et envoyé vivre chez ses grands-parents dans le Missouri. Le pays était en pleine Grande Dépression et l'argent était rare. Ils déménagèrent bientôt à nouveau, cette fois dans une ferme appartenant à son grand-oncle, Claude. Étrangement, cette ferme, durant une période si difficile pour l'Amérique, devint le seul endroit où Steve se sentait en sécurité et entouré. Pour son 4e anniversaire, Claude lui offrit un tricycle rouge. C'était un cadeau simple, mais il fit naître en lui une étincelle. Il devint obsédé par la vitesse, et ce tricycle marqua le début d'une passion pour la course automobile qui allait durer toute sa vie. Claude n'était pas seulement un homme gentil, il devint la figure paternelle que Steve n'avait jamais eue. Avant que Steve ne quitte la ferme à 8 ans, Claude lui offrit une montre de poche en or avec l'inscription « À Steve, qui a été un fils pour moi ». Cette montre est restée avec McQueen toute sa vie. Même devenu une star de cinéma célèbre, il la portait toujours, preuve que quelqu'un, autrefois, l'avait vraiment aimé. Mais lorsque Steve est retourné vivre chez sa mère à Indianapolis, tout a changé. Il avait 8 ans, souffrait d'une otite et lisait difficilement à cause de sa dyslexie. Son beau-père était violent et la maison était devenue un lieu de peur. Steve a fugué à plusieurs reprises et a commencé à s'attirer des ennuis. À 9 ans, il vivait déjà dans la rue, membre d'une gang, volant pour survivre. Sa mère l'envoyait sans cesse et le ramenait chez lui, jusqu'à ce qu'elle finisse par l'emmener à Los Angeles, chez un autre beau-père, celui-ci, encore plus violent. Le pire moment fut quand Steve se fit prendre à voler des enjoliveurs. Son beau-père le battit si violemment qu'il le jeta dans un escalier. Steve ne pleura pas. Il leva les yeux et dit froidement « Si tu poses encore tes mains puantes sur moi, je te jure que je te tuerai. » C'est à ce moment-là que Steve cessa d'avoir peur. À 14 ans, les choses prirent une nouvelle tournure. Son beau-père a convaincu sa mère de le déclarer incorrigible. Un tribunal l'a envoyé à la Boys Republic en Californie, un centre de redressement pour garçons en difficulté. Ce fut difficile. Steve a été placé en isolement 5 fois. Il ne s'intégrait pas, ne respectait pas les règles, mais quelque chose dans cet endroit lui est resté en mémoire. Il se faisait tabasser par les autres garçons lorsqu'il empiétait sur leurs privilèges. Petit à petit, il commença à apprendre la discipline. La devise de l'école était « rien sans travail ». Et pour la première fois, Steve a commencé à comprendre la structure. Des années plus tard, devenu une star, il n'a jamais oublié ce que Boys Republic lui avait apporté. Il a fait des dons, créé des bourses et est revenu souvent discuter avec les jeunes, comme il l'avait fait auparavant. À 6 ans, Steve quitta Boys Republic et s'installa à New York chez sa mère. Mais au lieu de se poser, il devint agité. Il rencontra 2 marins marchands et embarqua sur un navire en partance pour la République dominicaine. Une fois sur place, il quitta le navire et accepta des petits boulots, dont un dans une maison close. Il n'y resta pas longtemps. Il erra aux États-Unis, dormant où il le pouvait, travaillant là où on le voulait. Il vendait des stylos dans des fêtes foraines, travaillait sur des plateformes pétrolières, coupait du bois au Canada et a même atterri en prison après avoir été arrêté pour vagabondage. Il a passé 30 jours enchaîné. Cette expérience l'a endurci davantage, mais lui a aussi donné la force discrète qui allait plus tard définir son personnage de hurleur. En 1947, Steve prit une décision qui allait tout changer. À seulement 17 ans, il obtint de sa mère la signature des papiers pour qu'il puisse s'engager dans les Marines. Ce fut un choc pour lui. Le camp d'entraînement de Parris Island fut brutal, mais Steve s'en sortit. Affecté à une unité blindée, il apprit à manœuvrer des chars, compétences qui lui servirent plus tard à réaliser ses propres cascades à Hollywood. Il avait un talent naturel pour la mécanique,
mais son mauvais caractère lui causait sans cesse des ennuis. Il a été rétrogradé 7 fois. Il a déserté pendant 2 semaines pour être avec sa petite amie, s'est fait prendre et a fini en prison militaire. Mais il y a eu un déclic. Assis dans cette cellule, Steve réalisa qu'il détruisait son propre avenir. À sa sortie, il commença à se reconstruire. Son tournant survint en 1950, lors d'un exercice militaire près du cercle polaire arctique. La glace craqua sous son char, et Steve n'hésita pas. Il sauva 5 Marines de la noyade, risquant sa vie à maintes reprises. Pour cela, il reçut une citation et fut affecté à la garde d'honneur d'élite qui protégeait le yacht du président. Lorsqu'il quitta les Marines en 1950, il n'était plus seulement un enfant des rues, c'était un homme qui avait affronté la mort, gagné le respect et prouvé sa valeur. 2 ans plus tard, il utilisa son argent du GI Bill, seulement $800, pour s'inscrire dans une école de théâtre à New York. Là, étudiant aux côtés de futurs stars comme James Caan et Suzanne Plachette, Steve McQueen ouvrit un nouveau chapitre. Il l'ignorait encore, mais une décision concernant un film d'horreur à petit budget allait le hanter toute sa vie. En 1958, il accepta un cachet fixe de $30 pour jouer dans The Blob, refusant une part de 10% des bénéfices. Le film, réalisé pour seulement $110, a finalement rapporté $4 millions au box-office. S'il avait accepté le contrat de partage des bénéfices, il aurait pu repartir avec près de $400. Au lieu de cela, il a reçu un chèque forfaitaire et a manqué une petite fortune. La même année, il décroche un rôle qui marquera le début de sa carrière. À la recherche de la mort ou de l'au-delà, n'était pas censé faire d'un chasseur de primes un héros. Mais McQueen a changé la donne. Son personnage, Josh Randall, est différent. La série a duré 3 années difficiles, près de 100 épisodes, et a inculqué à McQueen la discipline. 3 années difficiles, à se faire harceler par sa mère, a-t-il déclaré plus tard. Et pourtant, la série a fait de lui une star. Alors qu'il était sur la vague de la célébrité, McQueen a tenté sa chance dans un épisode court mais puissant d'Alfred Hitchcock présente. Dans Human Interest Story, il incarnait un journaliste aux prises, avec un homme qui prétendait être un martien. Ce fut l'un des retournements de situation les plus célèbres de la série. Ce que la plupart des gens n'ont pas remarqué, Clint Eastwood était en arrière-plan, non crédité. C'était la seule fois où les 2 futures légendes partageaient à l'écran. Quelques mois plus tard, McQueen revenait pour un autre épisode, L'Homme du Sud. L'enjeu était réel. Si son personnage ne parvenait pas à allumer un briquet 10 fois de suite, il perdait un doigt. Peter Lorre jouait le méchant, et Neela Adams, la femme de McQueen dans la vraie vie, jouait la femme prise entre 2 feux. À la fin de l'épisode, le pari est annulé, et McQueen allume à nouveau le briquet avec désinvolture. Le pari échoue. Il avait échappé de justesse à une mutilation. Et les téléspectateurs en ont ressenti le frisson. Avant tout cela, McQueen avait enchaîné les petits rôles à la télévision. Il a joué dans toutes sortes de séries, du Goodyear Television Playhouse à l'United States Steel Hour. Il a même joué aux côtés de William Shatner dans The Defender, un drame judiciaire sorti juste après le succès de 12 Angry Men. On percevait déjà la flamme en lui, calme en surface mais intense en profondeur. Ces petits contrats se sont accumulés et lui ont donné les bases nécessaires pour réaliser des longs métrages. Il est apparu dans Climax, The Big Story at the West Point Story, une série après l'autre, construisant ainsi un projet plus ambitieux. Ce qui allait devenir encore plus grand arriva en 1960, lorsqu'il rejoignit les 7 mercenaires. Il n'était pas le personnage principal, c'était Yul Brynner. Mais McQueen veillait à se faire remarquer. Chaque fois que Brynner parlait, McQueen faisait quelque chose. Il ajusta son chapeau, joua avec sa ceinture de pistolet, bougea juste assez pour voler la scène. Brynner l'aurait averti en lui disant « J'ai juste à enlever mon chapeau et tu disparais ». Mais cela n'avait aucune importance. L'alchimie a fonctionné. Le film est devenu un succès au box-office et un classique du western, engrangeant près de $10 millions pour un budget de 2 millions. McQueen n'était plus seulement une star de la télévision. Il a définitivement fait son apparition sur grand écran. Puis vint la Grande Évasion en 1963, et avec lui, le saut à moto qui a fait de McQueen une légende. Il y incarnait le capitaine Hiltz, le prisonnier de guerre américain rebelle. Ce saut par-dessus la clôture barbelée, ce n'était pas lui, c'était son ami et cascadeur, Double Bud Ekins. Mais McQueen a réalisé la plupart des scènes, y compris celles où il jouait à la fois son propre rôle et celui des soldats allemands qui le poursuivaient. Dans The Tonight Show, Johnny Carson l'a complimenté pour son saut. Et McQueen, toujours honnête, a dit « Ce n'était pas moi ».
Cette honnêteté a fait que les gens l'aimaient encore plus. Il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival international du film de Moscou. Et soudain, il n'était plus seulement une star américaine, mais une icône internationale. Plus tard cette année-là, il tenta une expérience différente. Love with the Proper Stranger le mettait en relation avec Natalie Wood dans un drame romantique sur une grossesse non désirée et l'avortement. Des thèmes lourds pour 1963. McQueen incarne un musicien de jazz qui découvre que le personnage interprété par Wood est enceinte après une aventure d'un soir. Sa performance est saluée par la critique et il obtient sa première nomination aux Golden Globes. Wood obtient sa troisième nomination aux Oscars. Hors caméra, elle aurait eu un véritable coup de foudre pour McQueen. L'alchimie entre eux s'est manifestée à l'écran, permettant au film de récolter près de 6 millions de dollars au box-office. McQueen voulait prouver qu'il pouvait faire plus que des cascades et des armes à feu. Ce film l'a aidé à défendre cette cause. En 1965, McQueen était au sommet de son art. Don le Kid de Cincinnati, il incarnait un jeune escroc au poker tentant de battre un vieux pro. Il gardait un visage impassible qui allait devenir l'une de ses marques de fabrique. Le film fut un succès et rapporta plus de 7 millions de dollars. Puis vint Nevada Smith, une histoire de vengeance crue. McQueen incarnait un homme mi-blanc, mi-amérindien, qui assistait au meurtre de ses parents, puis s'entraînait à devenir tueur. Il s'est même volontairement laissé arrêter pour se rapprocher de l'un des tueurs. L'ascension de Steve McQueen vers la célébrité hollywoodienne n'était pas seulement une question de charme ou de coolitude. Il s'agissait de risque, d'ambition et de détermination. En 1966, il tenta un pari avec les Sand Pebbles, incarnant un marin épuisé stationné sur une canonnière dans la Chine des années 1920. Ce n'était pas un rôle typique de McQueen. C'était un long film, chargé d'émotions et politiquement chargé, qui dressait des parallèles avec la guerre du Vietnam, ce qui a captivé le public. Le tournage a failli le ruiner. Il l'a tellement épuisé qu'il n'a pas travaillé pendant 1 an. Mais le sacrifice a payé. Le film a été nominé 8 fois aux Oscars, et McQueen a obtenu sa seule et unique nomination pour le prix du meilleur acteur. Ce moment a marqué sa transformation de star de film d'action en acteur de haut niveau. Puis arriva Bullitt en 1968. Si les Sand Pebbles prouvaient son talent d'acteur, Bullitt rappelait à tous qu'il était toujours le roi du cool. La course-poursuite, 10 minutes de moteurs rugissant dans les rues escarpées de San Francisco, était inédite. McQueen, au volant d'une Mustang vert foncé, fonçait à travers la ville à la poursuite d'une Dodge Charger noire. Il conduisait lui-même environ 10% du trajet, mais cela n'avait aucune importance. La scène bouleversait les règles. Les voitures étaient réelles, la vitesse était réelle et le danger était réel. À un moment, McQueen a failli percuter un caméraman et a dû être retiré. Mais le résultat était légendaire. Pas d'effets spéciaux, juste de la puissance et du cran. La même année, McQueen a prouvé qu'il pouvait être plus qu'un rebelle. Dans l'affaire Thomas Crown, il a troqué ses jeans poussiéreux contre des costumes de créateur et une montre Patek Philippe à 250 $. Il incarnait un homme riche qui braquait des banques juste pour le plaisir. C'était un film élégant et séduisant qui montrait une autre facette de McQueen. Il ne frappait personne et ne détruisait pas de voiture. Il jouait aux échecs avec Faye Dunaway et réalisait des braquages comme s'il s'agissait d'un art. En coulisses, il avait également plus de contrôle, agissant en tant que producteur anonyme et promouvant le style visuel unique du film. Il voulait un rôle à contre-emploi, et il l'a réussi. En 1969, McQueen poursuit son évolution. Dans Les Reavers, il incarne un sudiste combatif nommé Boone Hagenbeck, qui vole une voiture pour faire une virée. C'est un film léger au ton plus profond, inspiré d'un roman de Faulkner. Ce film lui valut une nomination aux Golden Globes et fit découvrir au public Rupert Cross, premier acteur noir nominé pour l'Oscar du meilleur second rôle. Ce n'était pas un film tape à l'œil, mais il prouva une fois de plus que McQueen avait de l'ambition. Puis vint Le Mans. Ce film était censé être le film de course ultime. C'était le projet rêvé de McQueen, mais il a tourné au cauchemar. Le tournage a commencé en 1970, sans scénario finalisé. Le budget a explosé. Les scénaristes se sont affrontés. Le réalisateur a démissionné. 2 conducteurs furent grièvement blessés pendant le tournage, et le fisc réclama 2 millions de dollars d'arriérés d'impôts. McQueen dut renoncer à son salaire et à ses bénéfices pour que le film puisse continuer à exister. Et lorsqu'il sortit enfin, les critiques le détestèrent. Cela a failli le ruiner.
Mais McQueen n'est pas resté longtemps sur le carreau. Il est revenu en force avec L'Évadé en 1972. C'était un film d'action audacieux réalisé par Sam Peckinpah, et McQueen a pris un risque énorme. Il a renoncé à son salaire et a touché 10% des recettes. Le pari a été payant. Le film a connu un succès fulgurant, engrangeant plus de 36 millions de dollars. Ce n'était pas seulement un retour au cinéma. Il a rappelé que McQueen savait toujours offrir au public ce qu'il attendait. En 1974, McQueen était devenu la star la plus rentable au monde. Pour La Tour Infernale, il a négocié un contrat sans précédent. 1 million de dollars d'avance et un pourcentage des bénéfices. Pourtant, son salaire total a environ 12 millions de dollars. Cela équivaut à 76 millions de dollars aujourd'hui. Il ne s'est pas contenté d'accepter un salaire plus élevé. Il a exigé un temps d'écran égal à celui de son partenaire Paul Newman et a réécrit des parties du scénario pour équilibrer leur rôle. Le film fit un carton au box-office. Et McQueen, perfectionniste invétéré, insista pour réaliser lui-même nombre de ses cascades. Mais il disparut ensuite. Après le succès phénoménal de La Tour Infernale en 1974, Steve McQueen était au sommet de son art. Il était l'acteur le mieux payé du monde, et toutes les portes d'Hollywood lui étaient grandes ouvertes. Mais au lieu de surfer sur la vague du succès, il fit quelque chose d'inattendu. Il disparut. Pendant près de 4 ans, McQueen s'est complètement éloigné du métier d'acteur. Il n'a pas accordé d'interview, n'a pas accepté de rôle. Il se fichait des scénarios ou des studios. Ce qui l'intéressait, c'était les motos. Alors que la plupart des stars couraient après la gloire, McQueen prenait la route dans un camping-car rempli de ses vieilles indiennes. Il a traversé l'Amérique en voiture, loin des caméras, et a couru sous le faux nom de Harvey Mushman, juste pour rester discret. Il ne faisait pas ça pour le plaisir. Il était sérieux. Il participait à des courses tout-terrain brutales comme la Baja 1000, la Mint 400 et le Grand Prix d'Elsineur. Mais ce n'était pas une nouveauté pour lui. En 1961, il s'était déjà illustré en championnat britannique de voitures de tourisme. Et en 1970, avec un pied cassé, il a failli remporter les 12 heures de Sebring. C'est dire à quel point il aimait la course. Son obsession lui a même valu une place au Panthéon du sport automobile tout-terrain en 1978, l'année même de son retour au cinéma dans Un ennemi du peuple. Loin des pistes et des caméras, McQueen avait une autre facette, peu connue du grand public. Il avait un faible pour l'endroit qu'il avait aidé quand il n'avait rien. Boys Republic. C'était un centre de redressement où il avait été envoyé à l'adolescence, alors que sa vie était au point mort. Mais quelque chose de cette école lui est resté en mémoire. Même devenu célèbre, il ne l'a jamais oublié. En fait, quand Hollywood pensait qu'il se montrait difficile en demandant des tonnes de cadeaux, comme des rasoirs et des jeans, dans ses contrats de tournage, ils ignoraient totalement qu'il envoyait tout à Boys Republic. Il ne se contentait pas de donner des choses. Il était présent. Il rendait visite aux étudiants, passait du temps avec eux, jouait au billard et racontait des histoires. L'école a même donné son nom à une salle de jeu. Et chaque année, les fans s'y retrouvent encore pour le salon des voitures et motos des amis de Steve McQueen, qui présente quelques-uns des véhicules qu'il possédait. La tradition se poursuit, avec l'édition 2025 prévue fin mai. Même des décennies après sa mort, sa présence est toujours présente. Mais tandis que McQueen courait et donnait à la communauté, sa vie personnelle s'effondrait. Son mariage avec Ali MacGraw, l'une des plus grandes stars des années 70, était en feu. Ils se sont rencontrés lors du tournage de The Getaway en 1971. Elle a dit que son regard était comme un éclair. Elle a été immédiatement attirée par lui. Après avoir quitté son mari, le producteur Robert Evans, elle épousa McQueen en 1973. Au début, tout semblait parfait. Mais les choses se gâtèrent rapidement. McQueen, qui avait grandi sans parents stables ni amour, apporta beaucoup de souffrance à leur relation. Il ne voulait plus qu'elle travaille et l'a poussée à arrêter sa carrière d'actrice juste au moment où sa carrière décollait après Love Story. Jaloux, autoritaire et souvent infidèle, il exigeait pourtant sa loyauté. De plus, il consommait de la drogue et souffrait de paranoïa. Le coup de grâce est venu lorsque MacGraw a perdu leur bébé. Elle avait le cœur brisé, mais il a à peine réagi. Cette froideur, après tout ce qu'ils avaient traversé, l'a brisé. Ils se séparèrent en 1977 et divorcèrent un an plus tard. Mais malgré ce drame émotionnel, MacGraw ne se remaria jamais. Elle considérait McQueen comme l'amour de sa vie, malgré toute la douleur qu'il lui causait. Après 4 ans d'absence, Steve McQueen revient. Mais pas comme on l'attendait.
En 1976, il crée la surprise à Hollywood en acceptant un rôle important dans le film théâtral Un ennemi du peuple, où il incarne un scientifique nommé Thomas Stockman. Ce n'était pas le McQueen bourré d'action que l'on connaissait. Cette fois, il s'enfonçait dans des dialogues lourds, répétait intensément, et participait même à la construction du décor. Il ne voulait pas être vu comme une simple star de film d'action. Il voulait être respecté en tant qu'acteur. Il a lu des pièces de Tchekhov, Strindberg et Gogol pour se préparer. Mais malgré tout le travail et un budget de 3 millions de dollars, le film a été un échec. Le studio n'en a guère fait la promotion. Pourtant, McQueen ne le regrettait pas. C'était personnel. C'était la preuve qu'il pouvait être plus que le roi du cool. Mais en 1979, la situation avait pris une tournure sombre. La santé de McQueen se détériorait, mais il a tenu bon jusqu'à ses 2 derniers films, Tom Horn et The Hunter. Pendant le tournage du film Le Chasseur, à Chicago, sa toux s'est aggravée. Il avait du mal à respirer. Pour la première fois de sa carrière, il a dû laisser les cascadeurs prendre en charge les scènes d'action. Ce fut un changement déchirant pour quelqu'un qui avait toujours fait des choses dangereuses lui-même. Mais il ne voulait pas abandonner. Il voulait terminer le film. La sortie de Le Chasseur en août 1980, 3 mois seulement avant sa mort, marqua la fin d'une longue et emblématique carrière. Mais le véritable combat commença en 1978, lorsqu'il développa une toux persistante. Même après avoir arrêté de fumer et essayé des antibiotiques, rien n'y fit. Puis, en décembre 1979, le diagnostic dévastateur est tombé. Mésothéliome. C'est un cancer rare et mortel causé par l'amiante, et les médecins lui ont dit qu'il n'existait aucun remède. Début 1980, le cancer s'était propagé à tout son corps. McQueen tenta de garder le secret, mais le National Enquirer divulgua l'information en mars, la qualifiant de terminale. Dans un geste désespéré, il se rendit au Mexique pour suivre un traitement alternatif. Il payait 40 $ par mois, plus de 150 $ aujourd'hui, pour des injections, des lavements au café et un médicament controversé appelé Latril. L'homme derrière tout cela, William Donald Kelly, n'était même plus médecin. Malgré les affirmations selon lesquelles McQueen se rétablirait, son état s'est aggravé. Des tumeurs commencèrent à se développer rapidement dans lui. Malgré tout cela, McQueen trouva l'amour une dernière fois. Le 16 janvier 1980, il épousa Barbara Minty, un mannequin de 24 ans, sa cadette. Ils s'étaient rencontrés après qu'il eut vu sa photo dans une annonce et demandé à la rencontrer. C'était rapide, mais authentique. Elle est restée à ses côtés pendant tous les traitements douloureux. Même après sa mort, elle a préservé sa mémoire. Elle a écrit un livre sur leur vie commune et s'est engagée pour l'interdiction de l'amiante, substance probablement à l'origine de sa maladie. Mais le plus inattendu des derniers mois de McQueen n'a été ni un film, ni même une histoire d'amour. C'était la foi. Le rebelle, autrefois invincible, trouva du réconfort dans la religion. Influencé par son pilote et sa femme, il commença à fréquenter l'Église et se convertit au christianisme. Lorsque l'évangéliste Billy Graham lui rendit visite, McQueen lui confia ses craintes et son espoir pour la suite. Graham lui remit ce Bible personnel après que McQueen lui eut annoncé avoir perdu la sienne. Juste avant de partir pour le Mexique pour sa dernière opération, McQueen demanda à Graham de prier pour lui. Graham l'a fait, terminant par ces mots. Il est prêt à partir. McQueen a souri et a acquiescé. Je suis prêt. Steve McQueen est décédé le 7 novembre 1980 à Juarez, au Mexique. Sa cérémonie commémorative a été présidée par un pasteur de son église californienne. Steve McQueen était l'un des visages les plus cool d'Hollywood. Mais derrière ce charme se cachait un homme qui ne supportait pas d'être éclipsé. Sa carrière ne se résumait pas à la vitesse, aux cascades et au rôle de dur à cuire. Elle était aussi empreinte de jalousie, de jeu de pouvoir et de lutte incessante pour attirer l'attention. McQueen ne voulait pas seulement être bon, il voulait être le meilleur. Et quiconque se dressait sur son chemin, ne serait-ce qu'une seconde, devenait une cible. Les ennuis ont commencé très tôt, lorsqu'il a joué dans Les 7 mercenaires. Yul Brynner l'avait recruté, pensant que le côté original de McQueen serait un atout pour le film. À l'époque, McQueen était peu connu. Brynner était la star, l'homme oscarisé. Mais au lieu de remercier, McQueen a commencé à voler la vedette. Il n'avait pas beaucoup de répliques, alors il s'assurait que les spectateurs le regardent. Pendant que Brynner prononçait des discours sérieux, McQueen faisait claquer des balles, inclinait son chapeau ou se déplaçait juste assez pour attirer l'attention de la caméra. Pire encore,
Brenner se tenait sur un petit monticule de terre pour paraître plus grand, et McQueen n'arrêtait pas de le repousser entre les prises. Ça rendait Brenner fou. À un moment, il a même attrapé McQueen sur le plateau et l'a averti de s'arrêter. La tension s'est propagée à d'autres acteurs comme Charles Bronson et James Coburn, qui ont également commencé à user de stratagèmes pour se faire remarquer. Le plateau s'est transformé en véritable chaos. Mais toute cette énergie a été intégrée au film, et ça a marché. Des années plus tard, alors que McQueen était mourant, il a appelé Brenner pour le remercier. Il a admis que ce rôle avait fait sa carrière, et que Brenner aurait pu facilement le faire renvoyer. Brenner a simplement dit « Je suis le roi, et tu es le prince rebelle ». Ce fut l'un des rares moments de paix entre eux. Puis vint la tour infernale, et cette fois, le combat s'engagea contre Paul Newman. Newman était déjà une star majeure depuis plus de 10 ans, connu pour ses talents d'acteur remarquables et ses rôles emblématiques. McQueen, quant à lui, était synonyme de coolitude brute et de physique. Des années plus tôt, McQueen avait perdu un rôle dans Butch Cassidy et The Kid, un rôle qu'il convoitait principalement parce que Newman était en tête d'affiche. Cela l'avait blessé, et il ne l'avait jamais oublié. Lorsqu'ils furent choisis pour la tour infernale, McQueen formula une liste d'exigences. Il voulait le même nombre de répliques que Newman, le même temps d'écran, et pour l'affiche du film, il a refusé que le nom de Newman apparaisse au-dessus du sien. Le studio a fait preuve d'ingéniosité et a disposé les noms de façon à ce que celui de Newman soit plus haut à gauche et celui de McQueen plus haut à droite. Cela semblait égal, mais McQueen n'était toujours pas satisfait. Il a insisté pour que son personnage dise la dernière réplique du film, même si cela n'avait aucun sens dans l'histoire. Les scénaristes la lui ont quand même donnée. Newman, frustré, a un jour traité McQueen de poule mouillée pour s'intéresser à des choses aussi insignifiantes. Et bien que le film ait connu un énorme succès, engrangeant plus de 200 millions de dollars, les deux hommes n'ont plus jamais travaillé ensemble. Newman pensait que l'obsession de McQueen pour la supériorité provenait d'une profonde insécurité, et ses biographes étaient du même avis. McQueen a également eu des frictions avec James Garner, son partenaire dans La Grande Évasion. Garner trouvait McQueen plus brillant que talentueux, et n'hésitait pas à le dire. Il l'accusait même d'avoir copié son style durant les premières années. McQueen, soucieux de son image, ne l'a pas bien pris. Les deux hommes étaient impolis en public, mais en coulisses, ils n'étaient pas du tout complices.